Durant des millénaires, l'Égypte ancienne a été présentée comme un symbole de grandeur et de mystère. Une civilisation qui fascine le monde par ses pyramides imposantes, ses pharaons majestueux et une mythologie aussi riche qu'énigmatique. Dans notre imagination, nous évoquons souvent des images de temples éclairés par des torches, de processions sacrées et de cérémonies imprégnées de sagesse, comme si toute leur société avait été guidée par un ordre divin parfait. Cependant, cette image dorée n'est qu'un voile délicat, un récit soigneusement construit qui cache une réalité bien plus sombre et troublante. Sous l'éclat doré de son histoire officielle s'étendait un monde d'ombre où la peur était un instrument quotidien, particulièrement dirigé contre les femmes. Les châtiments qui leur étaient infligés n'étaient pas de simples sanctions, mais des mécanismes brutaux de contrôle, conçus pour maintenir un ordre social rigide par la douleur et l'humiliation. Ces pratiques révèlent un système où la justice n'était pas aveugle, mais sélective et calculée, et où les femmes devenaient la cible prioritaire de lois implacables conçues pour renforcer la suprématie masculine. Au cours de ce voyage, nous allons détourner notre regard complaisant de la gloire des monuments et descendre dans les entrailles les plus sombres de cette société. Nous nous aventurerons dans son monde souterrain, où la justice se transformait en arme, le châtiment en spectacle et la vie des femmes en un champ de bataille constant. Ici, derrière les mythes et les pierres éternelles, bat une histoire de souffrance qui a été délibérément passée sous silence pendant des siècles. Avec chaque couche de temps que nous retirerons, nous découvrirons une vérité inconfortable, qu'une grande partie de la splendeur égyptienne a été édifiée sur les épaules et la douleur de femmes qui ont enduré des cruautés indescriptibles. Leur voix, bien qu'étouffée par l'histoire officielle, nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir sur l'une des civilisations les plus admirées de l'humanité. Le système juridique de l'Égypte ancienne est souvent loué pour sa complexité et pour avoir incarné l'idéal de Maat, vérité, équilibre et ordre cosmique. Cette image d'une justice noble et harmonieuse a fasciné pendant des siècles les historiens et les admirateurs de la civilisation du Nil. Cependant, derrière cette façade d'impartialité se cachait une réalité beaucoup moins équitable. La balance de la justice, en pratique, était inclinée, et les femmes recevaient rarement un traitement juste ou égalitaire. Au lieu de protéger toutes les personnes de manière égale, les lois sont devenues un instrument pour renforcer la domination masculine et l'obéissance féminine. Ce n'étaient même pas de simples règles pour réguler la coexistence. Elles étaient utilisées comme des armes pour punir sévèrement tout comportement féminin qui pouvait être interprété comme une menace à l'honneur, à la stabilité familiale ou au contrôle patriarcal. Des documents tels que le papyrus Anastasie, le soi-disant papyrus du meurtre et diverses inscriptions judiciaires révèlent que les femmes étaient confrontées à des sanctions beaucoup plus sévères que les hommes pour des délits équivalents. Des accusations de vol, de diffamation ou d'adultère pouvaient conduire une femme devant les magistrats, enchaînée, humiliée et avec sa voix pratiquement annulée. Les témoignages féminins étaient souvent remis en question ou rejetés, tandis que la parole des témoins masculins prévalait. Cette méfiance envers la parole de la femme n'était pas le fruit du hasard, mais une stratégie délibérée pour consolider leur statut de dépendante légale. Sous la tutelle de pères, d'époux ou de frères, leur statut social dépendait entièrement de leur obéissance et de leur soumission. Dans ce contexte, la désobéissance ou l'insubordination n'étaient pas considérées comme de simples conflits de familiaux, mais comme des affronts à l'honneur collectif de la famille et, par extension, à la stabilité de l'ordre social. Les peines étaient dures et souvent publiques, servant non seulement à punir, mais aussi à avertir le reste des femmes des conséquences du dépassement des limites. La moralité féminine, surveillée par la loi, englobait aussi bien les actes délictueux que les aspects intimes de la vie, de la sexualité au comportement quotidien au sein du foyer. La fidélité d'une épouse n'était pas perçue uniquement comme une vertu personnelle, mais comme une question politique et économique, étroitement liée aux droits de propriété, aux héritages et à la légitimité des héritiers. Ainsi, la loi ne régulait pas seulement, mais contrôlait le corps et la vie des femmes, garantissant qu'elles restaient subordonnées aux structures masculines. Un cas conservé du Nouvel Empire raconte comment une femme accusée d'adultère a été soumise à un interrogatoire sous menace physique et humiliation publique, un processus dont l'objectif était de briser sa volonté et sa réputation.
Les châtiments imposés, coups de fouet, amendes et même prison, cherchaient à briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. La peur de ces peines maintenait les femmes dans un code de conduite rigide, limitant leur autonomie tant dans la sphère intime que sociale. Même dans les litiges civils, tels que les différends concernant les dots, les héritages ou la garde des enfants, l'inégalité était évidente. Les parents masculins agissaient comme représentants légaux, réduisant la capacité des femmes à se défendre elles-mêmes. Ce panorama juridique révèle un système qui promettait la justice, mais qui en réalité consolidait l'oppression. Une justice qui, loin d'être aveugle, avait un regard calculé, celui de préserver l'ordre inégal, en punissant sévèrement toute tentative d'indépendance féminine. Dans l'Égypte ancienne, le corps d'une femme ne lui appartenait pas entièrement. Il était considéré comme un espace sous surveillance constante, modelé et contrôlé par un réseau de normes qui répondaient à des peurs profondes concernant la sexualité, l'honneur et la continuité de la lignée familiale. Parmi les transgressions les plus redoutées figurait ce qui était défini comme immortalité sexuelle, un terme large qui pouvait inclure l'adultère, l'infidélité, la promiscuité ou tout comportement que la communauté interprétait comme une menace pour la stabilité sociale. L'adultère, en particulier, était considéré comme un crime grave, surtout lorsqu'il était commis par une épouse. L'infidélité masculine, bien que désapprouvée, recevait généralement un traitement plus indulgent, reflétant la double morale qui traversait tout le système. En revanche, les femmes faisaient face à des conséquences dévastatrices. Des textes juridiques et des récits littéraires décrivent des scènes où des femmes accusées étaient dénudées et fouettées publiquement avec des lanières de cuir, lors d'une exhibition qui combinait la douleur physique et l'humiliation psychologique. La violence ne s'arrêtait pas aux coups de fouet. Dans certains cas, le châtiment s'intensifiait avec des mutilations permanentes, comme l'amputation du nez ou des oreilles. Ces marques visibles fonctionnaient comme une sentence perpétuelle, un signe indélébile de déshonneur qui condamnait la femme à la marginalisation sociale. Son corps devenait une toile d'avertissement, un rappel vivant de ce qui arrivait en cas de non-respect des normes imposées. L'étendue du châtiment allait au-delà du corps. Les accusées pouvaient être emprisonnées, contraintes à des travaux forcés ou bannies de leur communauté, perdant ainsi tout réseau de soutien. Cette menace constante créait un climat de surveillance non seulement étatique, mais aussi domestique, les membres de la famille, les voisins et les connaissances se transformant en gardiens de la conduite féminine. La dimension religieuse renforçait ce contrôle. La pureté et la chasteté étaient directement liées à l'équilibre cosmique de Maat. On croyait que la transgression d'une femme attirait la colère divine, capable de punir non seulement elle, mais aussi toute sa famille. Cette pensée légitimait les châtiments extrêmes comme des actes nécessaires pour apaiser les dieux et rétablir l'ordre. L'obsession pour la morale sexuelle répondait également à un intérêt matériel et politique, garantir la légitimité des héritiers. Dans une société où l'héritage des propriétés, des titres et du pouvoir dépendait du sang, l'infidélité féminine était perçue comme une menace directe à la structure du pouvoir. C'est pourquoi les accusations de conduite sexuelle inappropriée pouvaient être utilisées comme armes dans les disputes familiales ou politiques, déguisant des vengeances ou des conflits d'intérêts sous le manteau de la justice morale. Paradoxalement, la même culture qui vénérait des déesses comme Isis, symbole de sagesse et de loyauté, soumettait les femmes réelles à un contrôle strict de leur sexualité. En pratique, la peur de l'autonomie féminine guidait un système qui utilisait la violence comme barrière contre toute possibilité d'indépendance. Au-delà des codes juridiques et des normes morales, l'Égypte ancienne disposait d'un arsenal de châtiments physiques conçus pour terroriser aussi bien les accusés que l'ensemble de la communauté. Ces sanctions n'étaient pas de simples actes punitifs, il s'agissait de spectacles calculés pour exhiber le pouvoir de l'État, briser l'esprit des femmes et avertir toute transgressive potentielle. L'une des méthodes les plus fréquentes et les plus redoutées était le flagellation publique. Les femmes accusées, souvent pour des fautes sexuelles ou morales, étaient dévêtues et attachées à des poteaux sur les places ou les marchés. Là, à la vue de tous, elles recevaient des coups de lanière de cuir ou de verges tressées qui déchiraient la peau et laissaient des marques profondes. La douleur physique se mêlait à l'humiliation de l'exposition publique, détruisant un bien aussi précieux dans la société égyptienne que l'honneur. Une autre ressource était l'enchaînement et l'enfermement dans des cellules étroites construites en pierre ou en adobe. Ces espaces, froids et sombres,
privait la prisonnière de lumière, de chaleur et de contact humain, la plongeant dans le désespoir et affaiblissant son corps lentement. Dans certains cas, les chaînes et les fers immobilisaient complètement la femme, assurant sa soumission absolue. Les processions humiliantes faisaient également partie de ce répertoire punitif. Les coupables de délits moraux pouvaient être contraintes de traverser des lieux fréquentés, comme les marchés ou les temples, parfois nus ou vêtus de vêtements dégradants qui les marquaient comme pécheresses. Pendant le trajet, les spectateurs pouvaient les insulter, leur cracher dessus ou même les agresser, transformant la punition en une condamnation sociale, en plus d'être légale. Parmi les sanctions les plus extrêmes figurait la mutilation. Couper le nez, les oreilles ou même les doigts était une pratique qui non seulement punissait physiquement, mais transformait aussi la femme en un rappel vivant du pouvoir de l'autorité. La perte de traits faciaux, en particulier, symbolisait l'annulation de l'identité et de la beauté, reléguant la victime à la marginalisation absolue. Ces mesures étaient appliquées, en général, aux femmes considérées comme des menaces sérieuses pour l'ordre social, renforçant ainsi la peur collective. La contradiction la plus amère résidait dans le fait que, tandis que les divinités féminines, comme Isis, Hathor ou Sekhmet, étaient vénérées comme protectrices et symboles de force, les femmes réelles vivaient sous un système qui les punissait avec une brutalité implacable. Les instruments de torture n'étaient pas de simples objets. C'étaient des outils de contrôle psychologique conçus pour que la peur imprègne chaque recoin de la société et consolide les hiérarchies patriarcales. Les cicatrices, visibles ou non, restaient inscrites aussi bien sur le corps des femmes que dans la mémoire collective. Dans ce climat, la surveillance et la répression n'étaient pas des épisodes isolés, mais des mécanismes permanents pour garantir qu'aucune femme n'oublie le prix de la désobéissance. Bien que les châtiments publics aient engendré la peur dans toute la communauté, une grande partie de la violence subie par les femmes dans l'Égypte ancienne se déroulait loin des regards étrangers, à l'intérieur des murs du foyer. L'espace domestique, que l'on pourrait imaginer comme un refuge, devenait souvent une scène de contrôle et de punition, un microcosme où le pouvoir patriarcal s'exerçait sans restriction. La société égyptienne était profondément structurée sur des bases patriarcales. Les hommes, qu'ils soient maris, pères ou frères, avaient l'autorité légale et sociale sur les femmes de leur famille. À celles-ci étaient assignées des responsabilités claires, obéir au chef de famille, gérer les tâches domestiques, enfanter et protéger la réputation familiale. Le non-respect de l'une de ces fonctions pouvait être considéré comme un affront direct à l'honneur du groupe, entraînant des châtiments immédiats. Les documents légaux et les registres domestiques révèlent que les hommes avaient un contrôle quasi absolu sur la conduite féminine. Le mari en particulier avait le droit d'infliger des châtiments physiques pour corriger la désobéissance ou l'insubordination de son épouse. Ces actes, loin d'être condamnés, étaient culturellement légitimés comme des moyens nécessaires pour préserver l'ordre au sein du foyer. La violence pouvait se manifester sous de multiples formes, des coups de bâton ou de main à l'enfermement dans des pièces sombres et étroites pendant des jours. Bien que ces châtiments soient moins visibles que les flagellations publiques ou les mutilations, ils n'en étaient pas moins sévères. Au contraire, leur caractère répétitif et prolongé générait un climat constant de peur et de soumission. Outre la violence physique, le contrôle domestique incluait des agressions psychologiques, isolement social, humiliation, menaces d'expulsion du foyer ou de divorce. Dans le contexte égyptien, être répudié pouvait signifier la perte de biens, de subsistance et, dans de nombreux cas, des enfants, ce qui condamnait la femme à la précarité, voire à la mendicité. Ce système combinait les lois étatiques et les normes culturelles, créant un réseau d'oppression difficile à briser. Les femmes pouvaient rarement dénoncer les abus, car la figure de l'homme en tant que gardien et autorité était protégée tant par la coutume que par la loi. Les disputes familiales concernant les dots, la fidélité ou l'incapacité à donner des fils pouvaient rapidement dégénérer en châtiment physique ou en répudiation. Dans cet environnement, le foyer n'était pas un sanctuaire, mais un champ de bataille invisible où le pouvoir, la peur et la discipline s'entremêlaient. Ici, les femmes n'étaient mais pas punies par un juge lointain, mais par les mêmes hommes qui, en théorie, devaient les protéger. Cette violence intime, constante et difficile à prouver,
était une pièce maîtresse pour perpétuer la subordination féminine dans tous les domaines de la vie. En dehors des murs du foyer et au-delà des tribunaux, les femmes de l'Égypte ancienne pouvaient se retrouver prises au piège de jeux de pouvoir bien plus dangereux, les intrigues politiques et les luttes pour l'autorité religieuse. En période de crise, de tension sociale ou de transition de pouvoir, elles devenaient fréquemment des boucs émissaires, accusées de crimes qu'elles n'avaient pas commis ou punis, comme symbole de chaos et de menace à l'ordre établi. La religion égyptienne n'était pas un domaine séparé de la politique, mais l'un de ses piliers les plus solides. Les pharaons et les prêtres invoquèrent le principe de Maat, l'ordre divin et cosmique, pour légitimer leur autorité et maintenir la cohésion sociale. Dans ce cadre, toute femme perçue comme une figure indépendante, influente ou capable de défier la hiérarchie pouvait être présentée comme une perturbatrice de l'équilibre sacré. Les accusations de sorcellerie, de magie ou d'impiété étaient des armes puissantes pour discréditer et éliminer des rivales. Les registres historiques suggèrent que, dans certains cas, des femmes accusées de pratiquer la magie interdite étaient soumises à des procès publics empreints d'humiliation qui pouvaient aboutir à leur emprisonnement, à leur soumission à des rituels dégradants ou, dans les cas les plus extrêmes, à leur exécution. La magie, qui dans d'autres circonstances était un outil de protection et de guérison, devenait ainsi un prétexte à la persécution. Sur le plan politique, les cours royales étaient de véritables champs de mines d'intrigues. Les femmes liées à des factions rivales, à des nobles dissidents ou à des héritiers gênants pouvaient être accusées de trahison ou d'espionnage. De telles accusations entraînaient les peines les plus sévères, étranglement, noyade, exil ou destruction totale de leur réputation. Dans certains cas, leurs biens étaient confisqués et leurs noms effacés des registres officiels. Un acte symbolique qui visait à effacer leur existence de la mémoire collective. Ces mesures n'émanaient pas de simples châtiments individuels, mais des messages calculés. En exhibant publiquement la chute et la souffrance d'une femme influente, les dirigeants renforçaient dans leur propre pouvoir et avertissaient toute la société des conséquences de défier l'autorité. La peur de l'influence féminine se manifestait ainsi comme une politique d'État, soutenue à la fois par la force et par le symbolisme. La persécution politique et religieuse contre les femmes révélait un schéma clair. Tout indice d'autonomie ou de pouvoir féminin, qu'il soit réel ou imaginé, était interprété comme une menace devant être neutralisée. Les victimes, plus que des personnes avec un nom et une vie propre, devenèrent des pièces d'un échiquier où l'ordre patriarcal était maintenu par la violence, l'humiliation et l'effacement de leur identité. Malgré l'ampleur et la systématicité de la violence exercée contre les femmes dans l'Égypte ancienne, la plupart de ces histoires se sont perdues dans le silence. Cette absence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de siècles d'omissions délibérées, de préjugés culturels et d'une historiographie contrôlée par des visions masculines. Le récit officiel, transmis de génération en génération, a préféré exalter la gloire des pharaons, les réalisations architecturales et les rituels sacrés, tout en reléguant à l'oubli les voix et la souffrance des victimes. Les outils et instruments de châtiment, poteaux de flagellation, cellules d'isolement, fer, étaient rarement considérés dignes de conservation ou d'étude. La culture égyptienne, marquée par une forte stigmatisation des femmes punies, ne voyait aucune valeur à se souvenir de leur douleur. Au contraire, de nombreuses inscriptions mentionnant des transgressives ont été détruites ou altérées, dans le but d'effacer toute trace de déshonneur de la mémoire publique. Cet acte d'effacement n'a pas seulement eu lieu dans l'Antiquité. Même dans la recherche moderne, le manque de sources claires et la tendance à privilégier les récits monumentaux ont contribué à perpétuer l'invisibilité de ces femmes. Les vestiges archéologiques associés au châtiment féminin, tels que les espaces domestiques de violence ou les petites prisons, sont moins frappants et, par conséquent, moins étudiés que les temples, les tombes ou les palais. La fragmentation des preuves rend difficile la reconstitution de l'histoire complète. Cependant, en examinant attentivement les documents légaux, les inscriptions mineures et la littérature de l'époque, les historiens commencent à reconstituer cette mosaïque cachée. Récupérer ces récits n'est pas seulement un acte académique, mais aussi une forme de justice tardive. Reconnaître l'existence de ces femmes et leur restituer une place dans l'histoire qui leur a été niée. Le silence, dans ce cas, devient une forme de violence continue. En niant la reconnaissance des victimes, le système qui les a opprimées est perpétué.
Briser ce silence implique d'accepter que l'image idyllique de l'Égypte ancienne est incomplète, que sous la splendeur de ses pierres éternelles, il y avait aussi des chaînes, des cicatrices et des cris que personne n'a voulu entendre. Ce souvenir est un acte de résistance. C'est rendre leur humanité à celles qui ont été réduites à des exemples d'avertissement. C'est accepter que l'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs, mais aussi aux silencieux. Et, surtout, c'est un avertissement pour notre présent. Là où les voix des opprimés sont effacées, l'injustice trouve le terrain parfait pour se répéter. Quand le soleil se couchait sur les eaux tranquilles du Nil, les échos d'une civilisation glorieuse noyaient souvent les voix de ses victimes oubliées. Cependant, derrière la majesté des temples et des pyramides, l'Égypte ancienne abritait un ordre social implacable, soutenu par un patriarcat qui utilisait la peur, la cruauté et le contrôle constant comme outil pour préserver son pouvoir. Les châtiments imposés aux femmes n'étaient ni des anomalies, ni des excès isolés. Ils faisaient partie d'un système soigneusement entrelacé dans la loi, la religion et la vie domestique. Des humiliations publiques et tortures physiques à la violence intime au sein du foyer, de la discrimination légale à la persécution politique et religieuse, tout convergeait vers un même objectif, soumettre les corps et les volontés féminines. Ces mécanismes ne punissaient pas seulement les femmes qui enfreignaient les normes, mais envoyaient également un message préventif à toutes les autres, leur rappelant que leur liberté avait des limites définies par le pouvoir masculin. Le silence qui s'est imposé ensuite, effaçant les noms, cachant les cicatrices et réécrivant l'histoire, a été la dernière couche de violence. Cette omission délibérée a permis aux générations futures d'hériter d'une vision incomplète, presque idéalisée, d'une civilisation qui, tout en vénérant des déesses comme Isis ou Hathor, réduisait nombre de ces femmes à de simples exemples d'avertissement. Sauver ces histoires est plus qu'un exercice académique, c'est un acte de justice et de mémoire. Cela signifie reconnaître que la grandeur d'une culture ne peut pas être mesurée seulement par ses monuments, mais aussi par la façon dont elle a traité les plus vulnérables. En redonnant la parole à ces femmes, nous honorons leur résistance et révélons les schémas de violence de genre qui, bien que sous des formes différentes, persistent encore dans notre présent. Regarder en arrière avec honnêteté est aussi un engagement envers l'avenir. Ce n'est qu'en affrontant les ombres du passé que nous pourrons éviter qu'elles ne continuent de se projeter sur les générations à venir. Ce souvenir, c'est en somme refuser que l'histoire enchaîne à nouveau celles qui ont déjà été condamnées au silence.